Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au programme de Eden TV. Vous êtes les bienvenus sur l'actualité sur votre chaîne préférée, dont voici les titres. Répression ce matin devant la Bourse du travail de la marche de protestation des trois organisations syndicales de l'Université d'Abomey-Calavi, à savoir la Fédération nationale des étudiants du Bénin, l'Union nationale des étudiants du Bénin et l'UNSEB, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Cela s'est très tôt dégénéré en affrontement entre forces de l'ordre et étudiants. Vous aurez les détails dans cette édition. 26 juillet, c'est la journée internationale de conservation des écosystèmes de mangroves, une initiative de l'UNESCO qui est à sa première édition cette année. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis sur le continent, le Nigeria va inaugurer une nouvelle ligne ferroviaire ce mardi. La ligne relie la capitale du Nigeria, Abuja, à Kaduna, une grande ville du nord du pays. Voilà pour le sommet. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons cette édition par la séance plénière des députés à l'Assemblée nationale ce lundi. Au cours de cette assise, la loi 2016-18 portant autorisation de ratification de l'accord de financement du projet d'appui au développement du maraîchage a été étudiée et adoptée à l'unanimité des députés. Le projet est circonscrit dans sept départements sur les 12 que compte le pays et son montant global a été estimé à 29 milliards de francs CFA. Amen Idé Ongpenouji pour les détails. En étude, le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement signé à Rome le 1er février 2016 avec le Fonds international de développement agricole FIDA dans le cadre du financement partiel du projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR, la Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale a présenté son rapport qui montre le bien fondé du projet PADMAR qui a une durée de 7 ans et qui sera mise en œuvre dans les régions du sud Bénin, notamment dans 7 départements, à savoir l'Atlantique, le Koufo, le Littoral, le Mono, l'Ouémé, le Plateau et le Zou. Le projet interviendra dans ces différents départements, dans 27 communes, et le financement sollicité est estimé à plus de 29 milliards de francs CFA. Les députés ont pris la parole après la commission pour apporter leur éclairage afin que les orientations soient données pour un bon suivi du projet PADMAR dans son exécution. Ça me pose sérieusement un problème, Monsieur le Président. Parce que je sais que le gouvernement va dire « Ah, il a des projets qui viennent, on va les prendre en compte. » Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument échappatoire. Ce n'est pas à démontrer, c'est visible. Malanville, l'Albouri constitue un département qui a toutes les conditions d'être cité parmi les départements. Je souhaiterais que ce département-là, que le gouvernement puisse prendre ça en compte dans le cadre de ce projet. Moi, j'ai honte de notre pays, parce que, étant de la partie septentrionale, natif d'une ville qui est traversée par la voie inter-État, maintenant au Burkina, de voir les bus, les J9 traverser Tangueta avec des accidents pour nous ramener rien que de la tomate à Cotonou. Les tomates dont nous parlons, quelqu'un l'a déjà dit tout à l'heure, c'est seulement pendant la saison sèche que nous n'avons pas de tomates. Et cette saison commence à être comblée par les tomates qui sont produites un peu partout, à Grand Popo et un peu partout. On n'a fait aucune évaluation de la consommation. On veut produire son 8000 tonnes pour quel marché? Le ministre Delphin Koudandé a pris la parole pour apporter son éclairage afin que les députés prennent en compte le bien fondé de ce projet qui vise, entre autres, l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté dans les zones d'intervention du projet. Le projet a été élaboré pour s'occuper de la zone sud. C'est le titre que le projet porte. Et dans les réponses que nous avons envoyées, il y a déjà des projets qui prennent en compte un certain nombre de départements. 3, Alibori, Borgou, Colline. Et le projet que nous discutons aujourd'hui
prend en compte 7 départements. Et je prends le problème de marché. Nous avons un flux de marché qui varie selon la période de l'année. Donc, que nous veuillions ou non, nous allons avoir de la tomate venant de Burkina Faso, mais ça quitte aussi le Bénin pour aller dans les pays limitrophes. Après les apports du président de séance, l'honorable Éric Rondeté, les députés ont adopté à l'unanimité, moins une voix, ce texte de loi. On reste à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, soutient le renforcement de la collaboration entre parlements nationaux et l'ONU. Il a prononcé un discours ce lundi à un sommet de l'ONU sur le thème interaction entre l'ONU, l'Union interparlementaire UIP et les parlements nationaux. Il s'agit d'une Assemblée générale des Nations unies à laquelle sont conviés les présidents des parlements membres de l'UIP. Suivons un extrait de l'intervention du président Adrien Oumbédi. De l'envergure prise par l'interaction entre les Nations unies, les parlements nationaux et l'Union interparlementaire. Elle permet de mobiliser un engagement commun en faveur du renforcement de l'état de droit, de la démocratie et du développement. Elle permet d'œuvrer à l'efficacité du pouvoir législatif dans les États membres. Elle permet surtout de renforcer leur contribution à la gouvernance mondiale. Sa vocation première est de promouvoir la paix et la stabilité et les conditions optimales pour le développement durable de nos sociétés. De ce point de vue, je voudrais me féliciter de l'amorce en 2016 de l'exécution des grands programmes adoptés par les Nations unies en 2015. La communauté internationale est ainsi bien outillée pour reprendre le contrôle de l'évolution de la planète et de l'humanité pour s'attaquer de manière décisive aux défis existentiels identifiés. En particulier, l'Assemblée nationale du Bénin se félicite des nombreuses initiatives prises par les agences, fonds et programmes des Nations unies pour renforcer les capacités des parlements nationaux à maîtriser les enjeux de la promotion et de la valorisation du rôle de la femme dans nos sociétés et pour la protéger par les législations appropriées. Le Bénin est partie prenante à ces efforts et plaide par ma voix pour leur intensification. Dans le même ordre d'idées, l'importance prise par les questions relatives à la promotion de la jeunesse en fait un sujet d'intérêt commun pour l'interaction des parlements avec les Nations unies. Autre dossier dans cette édition, Patrice Talon et ses ministres veulent rendre plus attractives les 3 principales villes du pays, à savoir Cotonou, Porto-Novo et Parakou. C'est ce qui a amené le Conseil des ministres en sa dernière séance à vouloir la création de l'Agence des grands projets urbains. Quelle analyse peut-on faire de cette décision du gouvernement? La réponse avec Fréjus Seulan et Fréjus Fiossi. L'Agence des grands projets urbains, c'est cet établissement public à caractère administratif et culturel, placé sous la tutelle de la présidence de la République, qui désormais est chargé uniquement du montage et de la supervision des grands projets urbains identifiés dans les villes de Porto-Novo, Cotonou et Parakou. Cette volonté de l'exécutif de rendre plus attractives ces 3 villes à statut particulier implique de grands investissements qui représentent un défi pour lui. Mais pour le gouvernement, le constat fait sur le cadre de vie des Béninois l'oblige à réussir ce challenge. Le Conseil a aussi constaté le déficit d'attractivité des principales agglomérations de notre pays et la faible qualité des services rendus aux populations. L'inadéquation de ce cadre de vie aux besoins de bien-être des populations. C'est donc pour la satisfaction des besoins des populations, mais aussi des entreprises, que le gouvernement s'engage pour le développement urbain. Pour améliorer le bien-être des populations béninoises et aussi améliorer la fluidité des transports. Vous avez par exemple la gestion des déchets dans l'agglomération de Cotonou qui pose un problème sérieux d'environnement et de cadre de vie. Vous avez par exemple l'aménagement du Kangezo.
Cette initiative a été très tôt saluée par des personnalités politiques. Quant aux citoyens, l'annonce de cette nouvelle les plonge dans l'euphorie. Eux, qui aspirent à vivre dans des villes propres et modernes. Et déjà, ils font des propositions. Surtout par rapport à la ville de Cotonou. Vous allez remarquer que nous n'avons plus de voies. Franchement, honnêtement parlant, on doit réaménager la ville de Cotonou et retracer correctement les voies. Pourquoi pas ne pas amener des grands projets pour qu'on ait une double voie sur notre lac qui va déboucher de Godomé jusqu'à tomber au niveau de Akwakpa là-bas ou bien Tokpa là-bas. Il faut associer les mairies. Les mairies, même aller jusqu'au niveau de chaque quartier, puisque chaque quartier dispose d'un conseil local, les délégués, les conseils locaux, ainsi de suite, pour qu'ils puissent, à chaque niveau, on puisse impliquer les citoyens pour qu'ils se sentent concernés, quoi. Tandis que certains citoyens sont dans l'enthousiasme absolu, d'autres s'interrogent quand même sur la gestion qui sera faite de ces projets, car ayant en mémoire les éléphants blancs hérités des régimes précédents. Trois villes à savoir Cotonou, Porto-Novo, Parakou. Si réellement le gouvernement a une ambition pour ce pays, ça va nous permettre à ce qu'on vende l'image de notre pays, le Bénin, à l'extérieur. Bon, comment ça va se faire la gestion de ces projets-là? Puisque vous savez, nous sommes au Bénin, il y a toujours des bonnes initiatives, mais dans la pratique, bon, le Béninois, bon, il pense toujours à sa poche qu'à l'intérêt commun. Si pour le moment, les grands projets identifiés par le gouvernement de la rupture concernent Porto-Novo, Cotonou et Parakou, des villes historiques comme Abomey et Ouida attendent elles aussi des projets urbains de grandes envergures pour leur rayonnement. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans les titres répression de la marche de protestation des trois organisations syndicales de l'Université d'Abomey-Calavi, à savoir la Fédération nationale des étudiants du Bénin, l'Union nationale des étudiants du Bénin et l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. C'était ce matin devant la Bourse du Travail. Les étudiants sortis et mobilisés massivement pour participer à cette marche se sont vus stoppés et réprimés dans leur progression devant la Bourse du Travail alors qu'ils se rendaient, selon eux, au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique pour lire leur motion. Les étudiants ont donc été réprimés à coups de gaz lacrymogène. Pourtant, cette marche qui avait pris départ depuis Calavi sur le campus d'Abomey-Calavi a été encadrée et s'est déroulée sans incident par les forces de l'ordre de Calavi jusqu'à la hauteur de la Bourse du Travail. Suivons quelques extraits, quelques réactions que nous avons recueillies sur le terrain. Et je crois que l'itinéraire était de l'université d'Abomey-Calavi jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais on nous a dit qu'on ne peut pas traverser le CNHU et on ne peut pas traverser la présidence. Et de l'autre côté de la Bourse de Travail, on ne peut pas non plus traverser la résidence du chef de l'État. On s'est convenu de ce que la marche allait échouer à la Bourse de Travail. Mais force est de constater qu'à la destination, ça veut dire à la Bourse de Travail, les policiers ont reçu l'ordre du préfet. J'étais témoin quand le préfet a demandé à la police de tirer sur nous. Le calendrier académique qui était élaboré n'avait pas pris en compte la session de rattrapage. Mais puisque les débats ont évolué et on a désormais la session de rattrapage, il faut que la flash puisse intégrer cette session de rattrapage dans le calendrier académique. C'est ce qui nous bloque actuellement. Outre la situation de session unique à la flash, nous avons nos camarades bénéficiaires des allocations universitaires au titre de l'année académique 2014-2015 qui sont restés impayés, la liste 17-18 et autres sont restés impayés. Nous étions à un forum sur le dialogue social où on prône là-bas la paix pour le pays. C'est ce qu'on nous a demandé. Quand on a entendu que nos enfants sont gazés devant la Bourse du Travail. Messieurs les policiers, nous sommes là, les mains libres. Vous avez marché depuis le campus. Qu'est-ce que vous réclamez? Vous réclamez les bonnes conditions.
Suivons à présent les réactions de la première autorité territoriale, le préfet Modeste Touboula, qui aurait intimé l'ordre de stopper et de réprimer cette marche des étudiants qui, selon lui, n'auraient pas respecté l'itinéraire convenu. La ligne que vous voyez là, à partir de la Bourse du Travail jusqu'au ministère, dans cette ligne, il y a quand même des institutions sensibles. Il y a non seulement le domicile du chef de l'État, il y a un hôpital, il y a une ambassade et il y a un certain nombre, il y a la présidence de la République qui est là. Aucune marche dans aucun pays ne peut être tolérée ou ne peut être on peut dire, autorisée en prenant des lignes du genre. Vous savez, dans la carte sécuritaire du département du littoral, nous avons des lignes rouges. Et quel que soit le citoyen qui va vouloir se manifester dans cette ligne rouge, nous sommes obligés d'intervenir. Et j'ai été très clair vis-à-vis des 3 autres syndicats des étudiants pour dire nous sommes d'accord à vous laisser manifester votre mécontentement. Nous sommes d'accord à vous encadrer dans la marche. Mais jamais ne franchissez la ligne rouge. Donc, c'est sur cet engagement que j'ai autorisé avec mon collègue de l'Atlantique cette marche. Donc j'étais là, présent, sur les lieux, à la Bourse du Travail, en attendant la délégation du ministère pour que nous puissions recevoir leur motion lorsque, arrivés au niveau de la Bourse du Travail, ils ont décidé de franchir la ligne rouge. C'est inadmissible. Je voudrais dire que le respect des libertés individuelles et collectives n'emporte pas sur l'ordre public. On reviendra plus en détail sur cette marche des étudiants réprimés ce matin par les forces de l'ordre. Cette édition se poursuit, cérémonie de lancement de formation de 1000 jeunes à l'art et à la culture. C'était ce lundi. Ces jeunes se retrouvent au sein du Creuset coopératif des métiers de l'art et de la culture, CEMAC, pour apprendre plusieurs métiers relatifs à 2 secteurs. La formation se déroule dans le jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi. Sortir les potentialités des jeunes en matière de culture et d'art et valoriser les atouts culturels du Bénin, c'est le but assigné à la coopérative des métiers d'art et de la culture, une initiative de Florent Estache-Ressou qui consiste à former des jeunes gens et filles aux métiers de l'art et de la culture. La coopérative des métiers d'art et de la culture est une coopérative de mise en commun des énergies, des talents, puisque le système éducatif béninois produit des pauvres ou des chômeurs, parce qu'on n'a jamais tenu compte du talent qui sommeille en chacun. On nous amène à l'école, nous bûchons ce que les Blancs disent, nous déversons ça pour lutter contre notre culture qui devait être en même temps le socle de notre développement. Nous sommes révoltés, nous avons décidé de nous mettre en coopérative et le projet s'appelle 1000 talents au pays de talents. Donc nous allons former 1000 jeunes et les mettre en coopérative sur un espace qui est à Diagbo. 1000 jeunes recevront donc pendant une semaine des enseignements en danse, en théâtre et dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma, entre autres. L'objectif, c'est d'avoir une vaste maison où il y a 1000 personnes qui sont en activité pour la culture dans tous les domaines de l'expression artistique. Donc cette semaine, nous allons former, on a déjà quelques centaines de jeunes là, nous allons former, en les formant, nous allons déjà détecter les talents et ils feront partie de la première génération de talents qui vont être mis dans un système. Nous avons un espace culturel et tous les soirs, il y aura désormais un plateau de l'expression artistique et culturelle. Nous allons créer un magazine qui va s'appeler Mag Copé Mag, qui va parler des arts et de la culture. Nous allons créer une radio en FM sur le web et puis une web TV qui va s'appeler Wendo TV. Cette coopérative est également une manière pour son initiateur de contribuer au développement du Bénin à travers l'art et la culture. Avant de retrouver l'interactualité dans cette édition, aujourd'hui, 26 juillet 2016, la communauté internationale célèbre pour la première fois, retenez bien, la communauté internationale célèbre pour la première fois la journée de conservation des écosystèmes de mangroves. Pourquoi alors une journée pour célébrer les mangroves? Quelles sont leurs utilités pour les êtres humains et également pour la nature tout entière? Voici les éléments de réponse à travers ce reportage. UNESCO célèbre pour la première fois cette année 2016 la Journée internationale pour la conservation des écosystèmes de mangroves. La proclamation de cette journée adoptée le 6 novembre 2015 par la Conférence générale de l'UNESCO souligne l'importance de cet écosystème pour l'humanité
et la planète tout entière. Ces écosystèmes de mangroves sont constitués essentiellement de palétuviers, plantes particulières avec des racines aériennes qui peuplent les zones côtières et parfois les embouchures de certains fleuves. Ces plantes de milieu d'eau douce et salée jouent d'importants rôles dans l'écologie de leur milieu. Du fait de leur morphologie, ces palétuviers-là créent un micro-habitat qui est affectionné par les ressources halieutiques, notamment les poissons et les crabes. Donc c'est dans les racines, c'est entre les racines de ces palétuviers que vivent, hibernent et se reproduisent la plupart des ressources halieutiques. Donc ça c'est très important du point de vue biologique. Les palétuviers, de par leur morphologie avec la présence des stomates, qui sont des poches d'échange gazeux sur tout l'appareil végétal, à savoir les racines, la tige et les feuilles, interviennent dans la fixation de grandes quantités de CO2, d'où leur rôle déterminant en matière d'atténuation des gaz à effet de serre. Ce nombre important de stomates fait que la capacité d'échange respiratoire et d'échange photosynthétique au niveau de cette plante-là est multipliée par beaucoup. Donc c'est pour ça que quand on prend 1 hectare de palétuvier, cela fixe par an jusqu'à 12 tonnes de CO2. Et c'est pour ça que nous, biologistes, nous considérons que les mangroves sont des puits à carbone, c'est-à-dire des ressources biologiques qui retire de notre environnement le CO2 qui pourrait avoir des effets dommageables sur le climat, notamment le réchauffement climatique. Les mangroves participent aussi à la protection des côtes contre l'érosion et les catastrophes et procurent beaucoup d'avantages aux êtres humains en termes de biomasse et de productivité. Malgré tous ces services rendus à l'homme et à la nature, les mangroves sont aujourd'hui menacées de disparition sur une bonne partie de la planète à cause de la surexploitation. Mais la survie de l'humanité et la réalisation des programmes de développement durable ne peuvent se faire sans la préservation des écosystèmes de mangroves. Raison pour laquelle l'UNESCO demande, à l'occasion de la célébration de cette première journée internationale de la conservation des écosystèmes de mangroves, à toutes les collectivités locales, nationales, régionales et internationales à œuvrer pour la protection et la promotion des mangroves. Info sur le continent, une brève concernant le Nigeria qui va inaugurer une nouvelle ligne ferroviaire. Ce mardi, la ligne relie la capitale du Nigeria, Abuja, à Kaduna, une grande ville du nord du pays. Chaque train va pouvoir embarquer 330 passagers avec un billet en seconde classe à partir de 508 naira, soit 1022 francs CFA. La voie ferroviaire sera officiellement inaugurée par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Libéria, les côtes libériennes ont été marquées par l'élévation du niveau de la mer, le changement climatique faisant des milliers de sans domicile dans les communes de West Point à Monrovia. À Monrovia, 90 000 personnes, logent désormais dans un bidonville avec des cabanes longeant la péninsule le long de l'océan Atlantique. Ils ont survécu aux guerres civiles et à l'épidémie d'Ebola dans leur pays, mais ils capitulent face à l'océan. Des milliers d'habitants de West Point à Monrovia doivent quitter leur bidonville, le plus grand du Libéria, face à la montée des eaux. De 2014 à aujourd'hui, la mer nous a étreints. Au milieu de la mer, vous pouvez voir tellement de maisons. Et de bonnes toilettes et de bonnes maisons, la mer les a emportées. Et quand ça arrive, ça peut toujours arriver pendant la nuit. Parfois à 5 heures du matin, parfois à 2 heures du matin quand vous êtes en train de dormir et les vagues arrivent directement en haut de la maison. Avant de retrouver vos esprits, tout le monde est confus. Vous êtes entouré d'eau. La houle va juste tout emporter. Face à ce désastre, les habitants ont leur regard tourné vers les autorités à divers niveaux pour résoudre le fléau de l'érosion. J'étais en train de dormir chez un ami, mais ce n'était pas idéal parce qu'il avait sa propre famille. L'endroit dans lequel il nous a fait dormir était à l'extérieur parce qu'il y avait des fuites. Donc nous prions pour que le président nous reloge.
À la suite de ce désastre, nous avons informé les services du président à travers notre bureau avec les victimes que notre commune était dans un état critique. Les gens dormaient à l'extérieur, les gens dormaient dans le marché et dans les écoles. Donc on a rencontré le président et ensuite le président a organisé une task force pour prendre le problème à bras le corps. Selon les autorités locales, les maisons de West Point ont commencé à disparaître sous les eaux à partir de novembre 2014. Et si rien n'est fait pour accélérer la construction de logements sécurisés, ce sera la perte totale de la commune de West Point à Monrovia. Des milliers de Marocains ont manifesté ce dimanche à Rabat contre une nouvelle loi sur l'âge légal du départ à la retraite pour les fonctionnaires. Désormais, il leur faudra avoir 63 ans au lieu de 60 pour bénéficier des droits à la retraite. Un vote qui n'est pas du goût des travailleurs. Reportage. 63 ans, c'est désormais l'âge que les Marocains fonctionnaires doivent avoir avant d'aller à la retraite. Ce mercredi, une majorité de 110 députés contre 35 a voté en faveur d'une série de projets de loi sur le régime des retraites. Une loi qui a suscité des soulèvements dans le camp des travailleurs. Abhorrant des pancartes avec l'inscription « Liberté, dignité et justice sociale », les manifestants appellent à lutter contre la réforme des retraites. Nous sommes ici en tant que coordination et en tant que fonctionnaires qui avons subi les effets de ce dossier. Nous sommes venus ici pour protester contre cette stratégie de retraite et aussi dire à tous les responsables dans ce pays que cette stratégie est destructive et n'a rien à voir avec un gouvernement social. C'est une étape que nous prenons en compte comme faisant partie du processus de notre mouvement pour une retraite décente. Nous demandons aussi l'annulation des retraites des parlementaires et ministres car c'est insensé que les fonctionnaires paient la facture de la crise et de la corruption dont l'État est responsable. Outre le relèvement progressif à 63 ans de l'âge légal du départ à la retraite à partir de 2017, la loi prévoit également l'augmentation de la participation des salariés du secteur public. Cependant, le Premier ministre Abdelillah Ben Kiran a reconnu les difficiles dispositions de la nouvelle loi tout en déclarant qu'elle est dans l'intérêt de tous les Marocains. Hors de l'Afrique, le Mangalitsa, une race de cochons laineux d'Europe centrale, connaît une véritable renaissance en Hongrie où les élevages se multiplient. C'est un animal à l'apparence loufoque qui a fiolé. La disparition riche en gras et appréciée pour ses qualités gustatives. Cette viande s'exporte aujourd'hui pour quelques privilégiés dans les restaurants UP de Los Angeles à Tokyo. Ce cochon couvert de boucles rousses est un survivant. À Kaba, dans le sud de la Hongrie, Zoltán Kövér élève des Mangalitsa depuis 10 ans. Cette race de porc a été créée au 19e siècle, puis est tombée en désuétude à l'ère de l'élevage intensif. Ici, ils grandissent en semi-liberté et se nourrissent d'herbes et de racines. Particularité du Mangalitsa, sa masse corporelle est constituée à plus de 60% de graisse, qui lui confère son goût savoureux. La croissance et la prise de poids du Mangalitsa sont beaucoup plus lentes que chez les autres cochons d'aujourd'hui. Pour atteindre les 150 kg, son poids d'abattage, il faut à un Mangalitsa 20 à 24 mois, alors qu'un cochon blanc met 4,2 mois seulement à grandir et son poids d'abattage est de 120 kg. Moins productif que les cochons blancs et plus difficile à élever, le Mangalitsa a bien failli disparaître à l'époque communiste. C'est cet homme, Peter Todt, qui sauve les quelques 200 derniers spécimens de l'espèce en 1981. Au retour d'un voyage en Espagne, il a l'idée de lancer une filière de charcuterie de qualité en Hongrie. Lorsque nous avons commencé avec le Mangalitsa, nous avons acheté tous les spécimens qui existaient encore pour mettre en place notre système. Nous avons travaillé dans les champs pendant 25 ans en commençant avec moins de 200 porcs. Et aujourd'hui, nous en produisons plus de 50 000 par an. La réputation de la viande de Mangalitsa dépasse aujourd'hui les frontières de la Hongrie. Si la moitié de la production est destinée à être consommée dans le pays, on retrouve cette viande marbrée rouge et blanche à la carte des restaurants UP de plusieurs grandes capitales. Dans ce restaurant de Tokyo, c'est le plat préféré des clients, un plat qui demande une attention particulière en cuisine. Le gras du Mangalitsa est très fondant, donc cela requiert beaucoup de délicatesse quand je l'utilise pour confectionner des saucisses. Le nombre d'éleveurs labellisés en Hongrie ne cesse d'augmenter.
Aujourd'hui, ils sont 200 à travers le pays. La viande de Mangalitsa reste pourtant un produit de luxe. Sur les étals des bouchers, elle coûte 14 € le kilo, près de 3 fois plus cher que le cochon blanc traditionnel. Mesdames, Messieurs, Eden Info Stop est fin. Merci de votre aimable attention. Bonne continuation sur Eden TV et à demain.